vais demander peut-être au président du MEDEF de bien vouloir nous rejoindre pour poursuivre peut-être l'état des lieux et aller plus loin, parler un peu d'avenir, si vous le voulez bien. Geoffroy Roux de Bézieux. On parlait d'avenir, là, quand même. On parlait d'avenir, oui, mais continuer à en parler, continuer à tracer les grandes lignes de l'avenir qui nous attend, qui attend la filière et qui attend les entreprises. C'est vrai que depuis ce matin, on s'efforce de dresser cet état des lieux, de ce qu'est aujourd'hui la menace cyber, pour pouvoir lutter plus efficacement contre elle notamment. C'est vrai que le b.a.-ba, c'est d'apprendre à la connaître. Or, c'est tout le paradoxe. Elle est protéiforme, elle est internationale, elle est virtuelle. Et, j'ai envie de dire, le contexte géopolitique nous le rappelle à peu près tous les jours. Comment est-ce qu'on fait avec ça ? D'abord, bonjour à tous. Monsieur le ministre, merci de votre présence. Mon général, je suis très heureux de faire salle pleine dans cette journée un peu particulière. Ça montre que la cybersécurité va au-delà d'un certain nombre de mouvements sociaux. Et pour aller peut-être un peu plus vers l'avenir, quand j'ai été élu en 2018, c'est vrai que c'était pas un sujet qu'on avait, j'allais dire, devant les yeux au MEDEF, mais aussi dans les entreprises. Et d'une certaine manière, c'était normal parce qu'on a commencé à avoir les premières attaques, alors quelques années auparavant, mais de masse à ce moment-là. Donc, avec Christian Poyot, qui préside la commission numérique, on s'est attelé à ce sujet. Notre rôle au MEDEF, on dit souvent le président du MEDEF, c'est le patron des patrons. Non, c'est le porte-parole des patrons dans un sens, mais aussi dans l'autre sens, en termes d'évangélisation, en termes de mettre des mots sur un certain nombre de choses qui bougent. Et on a fait deux choses en même temps, qui étaient d'ailleurs probablement un peu liées. Mettre la cybersécurité dans le radar de nos adhérents et mettre aussi la souveraineté ou l'autonomie stratégique dans le radar de nos adhérents. Je lis les deux parce qu'il y a quand même aussi, quand on parle de géostratégie, quand on parle de puissance étrangère, c'est clairement un élément. Alors après, il faut bien distinguer ce qui est de la criminalité, qui est rendue possible, qui n'a évidemment jamais cessé, mais qui est rendue possible et plus facile avec les moyens numériques. Et là, au fond, c'est vraiment l'histoire de l'épée du bouclier, c'est-à-dire qu'il y a une vague d'arnaque au président, donc qui démarre fort, qui arnaque effectivement quelques présidents, et puis au bout d'un moment, on commence à se protéger, et on va continuer, je pense, à en avoir d'autres. Moi, récemment, j'ai été victime, je le dis, parce que je ne pense pas complètement inutile, de l'arnaque au virement. Alors, l'arnaque au virement, je ne sais pas si tout le monde la connaît, vous avez un client à l'étranger qui vous paye par virement, il reçoit un mail d'une adresse mail de votre entreprise qui lui indique que vous avez changé de RIB. Il envoie le RIB d'une banque en ligne à l'étranger, où on ouvre des comptes sans vérification, et il fait son virement de paiement de vos marchandises sur ce RIB-là. Et puis, je sais pas, un mois après, le comptable se dit « Mais quand vous n'avez pas payé, qu'est-ce qui c'est ?»« Mais si, je vous ai payé. » Et là, il est trop tard, le compte a été fermé et... Ça, évidemment, l'argent a disparu. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que du côté criminel, c'est des portes qu'on ferme au fur et à mesure. Et au fond, d'une certaine manière, c'est j'ose pas dire un classique de la gendarmerie, mais c'est l'éternel humain qui cherche des films. Bon. Donc il faut à chaque fois expliquer ces nouvelles méthodes, d'où le rôle de CyberAlert qui a bien été expliqué par le ministre. Et puis il y a le côté géostratégique. Et là, on voit bien le durcissement du monde, les conflits ouverts ou pas ouverts qu'on a. La France a une position particulière. Elle se fait aussi des ennemis à cause de ça. Et à travers nos entreprises, nos grandes entreprises, nos institutions politiques, les grands événements vont être une vitrine formidable, mais dans tous les sens du terme. Et quand on voit, je dis ça à déjeuner, l'utilisation que fait la Russie de la grève des éboueurs, avec des vidéos en permanence en expliquant que la France, la démocratie, c'est le tiers-monde, c'est le chaos, etc. C'est évident que la Russie va se servir des Jeux Olympiques pour montrer que la démocratie ne marche pas et qu'eux, ils avaient organisé Sochi et que c'était comme ça et que nous, on organise Paris et que ça va être le BINS. Donc, il faut s'y préparer. Et comme l'a dit le ministre, pas seulement sur la billetterie et les trucs qu'on connaît, mais sur tout le pourtour. Parce que, effectivement, si les hôpitaux sont attaqués, si les bus ne fonctionnent plus, etc., on voit bien comment tout ça va se mettre en place. Donc, nous, on est là pour alerter, pour... j'emploie pas le mot woke au sens qu'il est, mais pour
réveiller les consciences et des dirigeants et des salariés. Alors, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est la vraie différence avec beaucoup d'autres choses qu'on fait. On s'adresse aux salariés dans ce cas particulier, parce qu'on sait que les vulnérabilités en cyber, elles viennent des salariés. Autre exemple, je le dis aussi, le MEDEF a été attaqué il y a 6 mois, et c'est passé par des mots de passe trop faciles, trop ouverts, etc., etc., etc. Évidemment, totalement inconscient. Donc on a besoin des salariés pour cette guerre contre le cyber. Donc c'est vraiment une pédagogie qu'il faut inculquer, apprendre parfois à certains qui ne la connaissent pas ou qui la maîtrisent mal. Et on en a beaucoup parlé ce matin, il y a une boîte à outils déjà assez conséquente au MEDEF pour essayer de faire ce travail, pour qu'il infuse davantage. Qu'est-ce qu'il faut faire selon vous ? Il faut continuer plus et encore et plus fort. Alors c'est quoi la vie des JO? Plus vite, plus haut, plus fort. Remettre ton ouvrage aussi, ça marche bien. Fortius, ouais. Non, parce que je pense que la prise de conscience commence, mais il y a beaucoup de gens qui se sentent, sans se rendre compte, un peu à l'abri parce qu'ils ne sont pas opérateurs critiques, parce que leur métier ne repose pas complètement sur des infrastructures IT, sans se rendre compte qu'en fait ils sont les maillons d'une chaîne, comme le ministre l'a dit. Donc notre job, c'est de le dire et de le répéter, de le faire en territoire. On a 120 unions territoriales et il y a de très bons contacts avec la gendarmerie localement. Je crois que c'est très important pour nous d'avoir un correspondant dans chaque territoire. Il y a encore du travail à faire. Je pense que tous nos adhérents ne sont pas complètement sur la balle. Et puis, il y a le niveau 2. Le ministre a parlé de Nice 2. Donc en gros, il y avait quelques centaines, le chiffre est secret, d'opérateurs vitaux. Là, c'est l'idée de dire qu'il y a probablement beaucoup plus d'opérateurs vitaux ou semi-vitaux dans un monde qui se durcit. Et là, donc, on va demander des entreprises de durcir leur niveau de défense, de monter d'un cran dans leur capacité. Et je suis heureux que vous ayez dit qu'on va en discuter, parce que je pense qu'on va avoir des discussions compliquées sur où est-ce qu'on s'arrête, au fond. Je prenais cet exemple avec le directeur de l'ANSSI hier, ou avant-hier, quand on a déjeuné, en lui disant la chaîne alimentaire en France, on peut considérer que c'est d'importance vitale. Si on n'est plus capable de nourrir nos concitoyens, on a un problème. Mais la chaîne alimentaire, elle part de myriades de PME, de grossistes, de transporteurs, d'entrepôts et de supermarchés. Donc là, c'est pas 5000 entreprises qu'on attrape, c'est combien? 50 000. Je crois que vous êtes attendu, Monsieur le Ministre. Je vais peut-être vous libérer parce que nous sommes mardi. Une question au gouvernement. Les députés sont partis. Mais moi aussi. Je vais vous libérer, je vous en prie. Vous pouvez Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Et nous allons poursuivre, je ne vous libère pas, nous allons continuer, non, pas tout de suite. Est-ce que les entrepreneurs que vous voyez ont conscience finalement qu'une attaque chez eux, et vous avez en partie répondu, mais quand ils sont fournisseurs de telle ou telle grosse entreprise, peut non seulement entraîner une perte d'activité directe chez eux, mais aussi peut-être pénaliser ceux avec qui ils ont des contrats. Ça, je pense que là, on est sur le maillon faible de la connaissance, si vous voulez. D'ailleurs, c'est un peu plus général. Le nombre d'obligations que les donneurs d'ordre vont avoir à faire peser sur leurs sous-traitants, donc sur leur chaîne de valeur, va aller en grandissant. Vous savez tous qu'il y a des obligations de reporting extra-financier qui vont se mettre en place progressivement et qui vont impliquer la chaîne de valeur. Et donc, les PME qui travaillent pour des grands groupes, demain ou après-demain, vont subir un questionnaire très complet sur toute leur politique RSE. Et là, je pense qu'elles sont très loin d'être prêtes. Très loin d'être prêtes, parce qu'il y a évidemment une quantité à la fois d'expertise, de données à récolter, et même des investissements à faire. Et c'est la même chose pour la menace cyber. Alors, les grandes entreprises sont en train de regarder leur noyau critique dans leurs sous-traitants. Mais je ne pense pas que de l'autre côté, les entreprises aient fait le même exercice. Il va y avoir un moment où le référencement annuel, ou le contrat annuel ou pluriannuel, on va dire, mais comment vous êtes protégé? Et là, il peut y avoir des mauvaises surprises. Donc, dans l'évangélisation qu'on doit faire, à travers
les push-mails qu'on fait, l'information qu'on passe, je pense que ça fait partie des choses importantes. Si on parle d'avenir, parce que c'est important, et on le fera d'ailleurs dans quelques minutes, avec la table ronde suivante sur justement la formation, se pose la question justement des talents de demain. On manque aujourd'hui de personnel, on s'aperçoit que les entreprises veulent recruter parfois des responsables cyber et ne trouvent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Idem pour former d'ailleurs. Est-ce qu'on peut se mettre à niveau aujourd'hui ? Bon, moi je vois plutôt le verre à moitié plein en France sur ces sujets-là. Alors, oui, on a des problèmes de recrutement, mais quand je parle, manque d'ingénieurs, mais quand je parle avec mes collègues allemands, anglais, espagnols, italiens, c'est bien pire. C'est bien pire. Je peux vous dire que depuis le Brexit, les Anglais, ils pleurent pour recruter, alors partout. Je cite ça parce que moi ça m'a beaucoup frappé. La liste d'attente pour des opérations non vitales au NHS, donc le service de santé anglais, c'est 18 mois. C'est quand même absolument phénoménal. Donc de temps en temps, il faut aussi être capable de se dire que notre pays, qui connaît des difficultés, qui a ses qualités propres, on va dire ça comme ça, est capable aussi d'assurer quand même des choses. Alors oui, on a une difficulté globalement de recruter des ingénieurs, à l'intérieur de ça de recruter des informaticiens, et à l'intérieur de ça de recruter des spécialistes de la cyber. Mais l'école mathématique française est bonne, le niveau mathématique du top est plutôt bon. Alors on se souvient de la polémique qui a eu lieu, levée par le MEDEF pendant la campagne présidentielle sur le recul des mathématiques à partir de la seconde. Je crois qu'on est en train de corriger le tir. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Donc oui, il faut arriver à augmenter le nombre de formations en cyber. J'ajoute un point, on a du mal à recruter dans le monde de la cyber. On a aussi du mal, je suppose, dans les forces armées, dans les services de l'État, à recruter, puisqu'on paye moins bien, des spécialistes de la cyber. Et quelquefois, il y a une espèce de compétition. Moi, là-dessus, j'aimerais passer un message. Je pense que c'est très important que des jeunes informaticiens aillent travailler au service de l'État, au service des armées, au service de la DGSE, de la DGSI. Et après, on sera ravis de les employer, une fois qu'ils ont fait leurs 5 ou leurs 10 ans. Je pense que c'est un beau complément. Je n'ai pas peur de parler de patriotisme. Je pense que c'est aller donner quelques années, en ayant une petite perte d'opportunité de salaire, pour travailler sur la cyber au niveau de l'État, c'est une bonne chose. Ça forme aussi. Et je pense que c'est un bon compromis de faire une double carrière comme ça. Je cite quand même le fondateur d'Arfang, parce qu'il m'a raconté son histoire, qui est une belle histoire, 20 ans dans la marine, et après 10 ans dans le privé, Thales, et ensuite monter une magnifique future licorne, je l'espère, dans le domaine de la cybersécurité. Voilà un beau parcours que je souhaite à beaucoup de... Alors peut-être pas d'entre nous, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étudiants, mais... aux étudiants du cybercampus et de l'EPITA. Il sera avec nous, Grégoire Germain, tout à l'heure pour la dernière table ronde consacrée à la formation. Puisque vous parlez des licornes, 2030, souveraineté numérique, comment on fait pour fabriquer nos champions, nos 3 fameuses licornes qu'on appelle de nos voeux? C'est l'ambition, mais qu'est-ce qu'on fait pour y parvenir et pour arriver, alors s'ils ne sont pas franco-français, peut-être à créer des champions européens? Oui, alors là aussi, moi, je vois le verre à moitié plein. Je sais qu'on se désole, que pas assez de licornes françaises, etc., etc. Bon, c'est vrai. Mais en même temps, moi, quand j'ai créé mon fonds d'investissement qui s'appelle Isaïe en 2009, on avait un fonds, on avait levé 50 millions, dont une petite moitié était mise par les fondateurs. Et cette année-là, en 2009, la totalité du capital risque français a levé moins de 200 millions. Alors c'est juste après la crise de 2008. Aujourd'hui, on est à plus de 6 milliards ou 7 milliards, je ne sais plus quel était le chiffre de 2022. Donc, oui, on n'a pas assez de licornes. Oui, il manque des fonds de growth pour permettre aux entreprises de passer un certain nombre de stades. Mais enfin, on n'est pas du tout dans la situation. Et alors, je ne vous raconte pas, dans les années 90, quand j'ai monté ma première boîte, il n'y avait pas de capital risque du tout. Hein, donc, voilà, cher Christian, on a malheureusement le même âge. Donc, regardons aussi les choses qui marchent. Oui, il est très âgé, Christian. Il va se venger parce qu'il va nous revenir. Il va revenir avec nous. Ouais. Mais je ne serai plus là. Donc, voyons aussi ce qui marche. Oui, on n'est pas au niveau des Américains, mais ils ont un marché. La réalité, c'est que les Américains ont un marché de 380 millions d'habitants, qui est un vrai marché unique. Nous, on a un marché de 520 millions d'habitants, qui n'est pas un marché unique.
Je raconte souvent cette histoire. Blablacar, qui est notre premier investissement chez Isaïe, 27 pays en Europe, 27 législations sur le covoiturage. Donc, vous avez tout dit quand vous avez dit ça. Ça règle le problème. Non, ça ne le règle pas, mais ça l'explique. Donc, voyons, soyons positifs, poussons les startups françaises. En cybersécurité, on a plutôt un écosystème qui tient la route, avec les grandes entreprises et un certain nombre de futures licornes. Donc, aidons-les. Et le ministre a dit un truc très juste. C'est vrai que pour un acheteur de grands groupes, prendre du Microsoft, rien contre Microsoft, c'est plus facile. Parce qu'il a une remarque très juste, il est sûr de ne pas se faire engueuler si ça ne marche pas. Donc là aussi, réflexe. Oui, réflexe. bien sûr, parce que dans un grand groupe, la prise de risque est plus difficile, c'est normal d'ailleurs. Hein. Donc c'est là où effectivement la parole ministérielle, la commande publique peut aider. Parce que si c'est labellisé, commandé par tel ou tel ministère, commandé par telle ou telle administration, évidemment tout de suite ça rassure l'ensemble de l'écosystème, et le DSI qui vient présenter ça au COMEX, on ne lui dit pas c'est qui Harfang, ou c'est qui Vadésécure, ou c'est qui je ne sais pas qui. Et là, il y a vraiment un rôle, quoi. Ouais, il faut montrer l'exemple. Merci beaucoup, Geoffroy Roux de Bézieux, d'avoir Merci à vous. accepté cette petite conversation.